Bonjour. Merci Andreas pour cette invitation. Je suis désolé de ne pas avoir été présent comme vous me l'aviez proposé ce matin de suivre les ateliers. Je n'ai pas pu. Parce que je dois vous dire, juste comme introduction, je regarde l'heure parce que j'ai une terrible tendance à toujours dépasser. Regardons l'heure et tenons. Très bien, merci. Je dois vous dire que c'est une semaine importante pour moi, c'est une grande semaine, c'est un grand moment, parce que j'ai terminé, disons, il y a 2 jours, je ne sais même plus, 2 jours, 3 jours, encore ce matin, mon livre que je juge le plus important, après près d'1 an de travail, et surtout 3 mois d'un calendrier, je dois avoir l'air fatigué, donc s'il vous plaît, pas de photos, d'un calendrier, des 3 derniers mois, j'étais à 11 heures par jour, je n'ai jamais vécu ça, je ne veux plus jamais revivre cela. Et là, j'ai reçu le PDF final de mon livre qui part chez l'imprimeur lundi chez l'imprimeur, et moi je pars en vacances lundi. Voilà. Et croyez-moi, je les ai mérités. Sauf que, et là ça fait le lien avec ce que vous veniez de dire, monsieur Menzel, sauf que hier j'étais heureux, je me suis dit voilà, je vais à Toulouse, je suis parti en fin d'après-midi, je suis heureux de donner cette conférence ici parmi vous, dans la belle ville de Toulouse, et je reçois un appel du Monde, de quelqu'un que je connais bien et qui me dit « Je te vends des points d'assurance ». Je dis « Mais ça va, Marc-Olivier, t'es sûr que tu vas bien ?» J'en ai parlé à Laure Belot, qui connaît très bien. C'est une personne qui est à la rubrique Idées Tribune. Et il me dit « Je te vends des points d'assurance ». Bon, je lui dis « Écoute, Marc-Olivier, je suis fatigué, venons-en au fait. De quoi me parles-tu » Et il me dit « As-tu entendu parler de cette histoire de Generali, du dernier programme du groupe d'assurance Generali ?» qui s'appelle Vitality, peut-être en avez-vous entendu parler. Il y a eu un article dans Libé, un article dans Le Monde cette semaine, qui consiste à, c'est pas vraiment ajuster les tarifs, c'est un peu plus complexe, d'offrir des bons de réduction en fonction de la délivrance des profils, toute une série de réponses à des questionnaires, et surtout, car mon intervention pas précisément, va opérer en grande partie un lien avec l'intervention précédente. Donc ça tombe très bien. Bravo, monsieur Menzel, nous parlions de dramaturgie tout à l'heure, pour l'organisation dramaturgique de cet après-midi, voire de cette journée. Donc ce programme qui propose à des salariés d'entreprises, donc pas de réduction d'assurance, parce que j'ai cru comprendre que c'était des réductions tarifaires, mais des bons, toute une série de bons, alors qu'aux États-Unis, c'est autorisé, et notamment via des bracelets connectés, c'est-à-dire via la connaissance à flux tendu des comportements. Allez, disons pas des ajustements, mais des offres. Mais des ajustements tarifaires existent déjà aux États-Unis. Enfin, existent. Sont autorisés par le cadre réglementaire et législatif. Donc il me dit, est-ce que ça te dit ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, puisque je n'avais pas eu l'occasion, j'avais pas eu le temps de réagir dans une tribune. Je dis, ah non, c'est pas vrai. C'est dur de résister à la tentation du monde, quand même, le monde. Donc ça veut dire que je travaille, donc je vais travailler dans la chambre d'hôtel. J'en ai encore pour demain. Moi, demain matin, je comptais lire pendant 2 heures, calmement, au soleil. Ah non, il faut que je bosse. Et donc cette tribune va s'appeler, si le monde accepte, l'avènement d'une industrie de la vie. Voilà, je fais le lien. Je ne vous raconte pas que ma petite vie. Ça s'appelait l'avènement. Et j'ai dit quand même, il faudra annoncer la parution le 20 octobre. Je crois que je ne vous ai pas donné le titre. Je vous ai donné le titre de mon bouquin, non. Qui s'appelle, waouh, ça va vous effrayer, La silicolonisation du monde, sous-titre L'irrésistible expansion du libéralisme numérique. Donc, si M. Menzel m'a invité aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu comprendre, et j'ai été ravi de répondre à cette invitation, et nous en avons parlé ensemble, c'est un petit peu pour instiller, comme on dit, instiller un peu de trouble au cours de cette journée dans vos esprits, si je le peux, non pas par plaisir, mais j'ai presque envie de dire par conscience et par la force des choses, et aussi, c'est une jolie journée, il fait beau, c'est l'été indien à Paris, à Toulouse, je suppose que vous avez plus l'habitude de ça. Mais aussi, je dois vous annoncer qu'en cette belle journée, je suis un peu porteur d'une mauvaise nouvelle. Je ne vais pas les dévoiler tout de suite, mais je suis porteur de mauvaises nouvelles. Ça me fait rire qu'à moitié. Mais quand je dis porteur de mauvaises nouvelles, c'est concernant relativement à votre activité. Moi, je pars en vacances, ça va. J'ai terminé mon livre en temps et en heure. Ah, nous parlions, parenthèse, mademoiselle, nous parlions tout à l'heure de méthodologie
évidemment, le respect du calendrier, c'est un impératif catégorique. Bon, enfin, c'est une parenthèse. Donc, ce que je vais faire, c'est procéder à... Nous vivons, et nous l'avons vu avec la... Je suppose que vous l'avez vu aussi, et que vous vous êtes confrontés à ça, et nous sommes confrontés à cela tous les jours, et de façon sans cesse accélérée. Nous vivons un moment historique extrêmement particulier, et qui doit engager une infinité de questions, une infinité de décisions de toutes sortes, et ces questions et ces décisions ne sont pas suffisamment prises à la hauteur des enjeux. Mais avant d'évoquer certaines dimensions contemporaines qui me semblent dans votre pratique décisive, je vais procéder à un petit bref historique. Je pense que nous vivons actuellement un moment de extrême rationalisation de société, extrême rationalisation. Alors quand je dis rationalisation, on ne comprend pas grand-chose. On comprend, mais on ne comprend pas grand-chose. Je peux m'expliquer ce que veut dire rationalisation. Rationalisation veut dire, à mon esprit, une connaissance de plus en plus... Tiens. Presque déjà, on y arrive, quoi. Une connaissance de plus en plus précise des choses. De plus en plus précise des choses. Et la capacité d'agir en fonction, et de la capacité en retour, d'agir en fonction de cette connaissance de plus en plus étendue, précise. Et je ne parle même pas encore... précise, étendue, approfondie, et je ne parle pas encore du temps réel, qui est une modalité de connaissance, à l'intérieur d'un régime pas seulement temporel, spatio-temporel, c'est-à-dire lié au territoire, à des choses qui se déroulent, une connaissance de fait au moment même où il se déroule en tel endroit. J'ai déjà le vertige, moi, quand je vous dis ça. Donc c'est cela que je nomme moment d'extrême rationalisation, qui n'est pas une histoire nouvelle, mais qui s'amplifie, qui s'intensifie. C'est-à-dire que cette connaissance s'approfondit, s'étend, est mise à disposition de quantité d'entités jusqu'aux individus, et qu'en retour, excusez-moi, jusqu'aux individus, et surtout jusqu'à des systèmes algorithmiques, computationnels, qui eux-mêmes sont dotés d'une connaissance de plus en plus précise, étendue, approfondie, continuellement évolutive, et déployer cette connaissance en temps réel, les systèmes. Mais c'est mon grand défaut, là. J'ai commencé, je dis déjà beaucoup de choses que je comptais dire au fur et à mesure. Mais c'est ça, ce moment d'extrême rationalisation. Donc quand je disais c'est pas nouveau, c'est que c'est... Alors je ne vais pas remonter, on n'a pas le temps, je ne vais pas remonter à Mathusalem, ni à Platon avec la passion du chiffre et de l'abstraction, ni aux machines de calcul de Pascal et de Leibniz, qui sont des moments de l'histoire, et du calcul, et d'efforts de rationalisation, liés à des volontés de maîtrise, des moments cardinaux dans l'histoire de la pensée occidentale, sans remonter à un personnage extrêmement intéressant. J'en parle souvent dans mes conférences, mais là on n'a pas le temps, parce que M. Mazel a l'air très strict, il m'a imparti un temps, c'est comme le veut l'usage, donc je n'ai pas le temps, mais d'évoquer, si ça vous intéresse, puisque je fais une petite généalogie historique, sans rien dire d'ailleurs, juste avec des noms là, Charles Babbage, que vous connaissez, dont certains connaissent peut-être le nom, c'est un personnage passionnant, c'est pas qu'il est passionnant, c'est sa volonté, ça y est, je n'ai pas du tout prévu de parler de Babbage, il ne faut pas que j'en parle là. En tous les cas, je vous dis juste que c'est une personne qui a voulu inventer une machine de calcul extrêmement puissante, dans la première partie du XIXe siècle, donc extrêmement tôt, et qui a été aidée par la fille de Lord Byron, Ada Lovelace, que vous connaissez peut-être, on dit c'est la première programmeuse de l'histoire, et qui a essayé de développer une machine de calcul avec des fonctionnalités universelles, pas seulement du calcul arithmétique, mais à des fins. Donc, en gros, le rapport computationnel qu'on peut avoir depuis, disons l'après-guerre, ou même avant. Mais il a été contraint à des limites technologiques et presque, j'ai envie de dire, à des barrières épistémologiques, pour parler rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, Charles Babbage, a écrit un énorme traité. C'est surtout de la double fonction qui m'intéresse, mais vraiment, je n'ai pas le temps, mais j'ai beaucoup étudié cette personne. Il a écrit un très gros traité, un traité qui s'appelle le traité des manufactures, et qui est un traité de plusieurs centaines de pages. Je vous rassure, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu des digests. Qui est un traité pré-Tayloriste, j'ai envie de dire, de mise en place, d'élaboration, de conceptuel, pas que conceptuel,
puisque lui-même était, je crois qu'il était propriétaire de manufactures, de rationalisation, d'organisation managériale. Enfin, managériale, c'est pas un mot qu'on utilisait à l'époque, évidemment, d'organisation des modalités de production, aussi bien par les humains que par les machines. Donc c'est cette tension-là entre une personne qui a voulu inventer des machines de calcul en vue de... Eh bien, en vue de quoi? D'opérer la plus haute rationalisation. Et il pensait parallèlement à... J'ai perdu 3... Enfin, j'ai pas perdu, c'est très intéressant. J'ai perdu 2 minutes, là, hein, avec Babbage. Bon. Donc, si je fais une brève, une très, très plus que rapide généalogie, mais surtout, ce sur quoi je m'arrête quelques instants, là, c'est ce moment à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Donc là, c'est à partir de là que je vais faire déployer en 3 minutes, hein, rassurez-vous, une rapide généalogie. Quand j'ai 3 minutes, je vais essayer de tenir le challenge, jusqu'à aujourd'hui. Donc aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, par la progression régulière de la démographie américaine, il y a eu un appel d'offres du gouvernement américain qui proposait de trouver des systèmes de recensement plus, pour dire les choses rapidement, plus efficaces, on pourrait dire plus rationnels. Et c'est l'ancêtre d'IBM qui a remporté le concours, et qui est à l'occasion, ils ont gagné l'appel d'offres en développant ce que nous connaissons, ce que nous avons connu depuis très longtemps, enfin pendant très longtemps, les fameuses cartes perforées, qui permet à la fois de consigner de l'information immédiatement, de la cataloguer et puis de l'indexer, et de la retrouver avec des processus techniques qui permettaient donc de gérer un plus grand, c'est notre histoire déjà, de gérer un plus grand volume d'informations en un temps plus réduit. C'est tout simplement c'est cette équation-là. Et puis je saute plusieurs étapes. Donc tout ça pour dire que l'origine de l'informatique, elle est dans un grand moment, on peut la remonter à d'autres ambitions. Elle est d'abord administrative, elle est administrative, et la deuxième, elle est militaire. Tout le monde connaît l'histoire de Turing, le grand Alan Turing. Peut-être que certains d'entre vous ont vu ce film qui n'était pas inintéressant du tout, Imitation Game, qui était une biopic, dit-on aujourd'hui, sur la vie de Turing, qui, par son opiniâtreté, contre vents et marées, a développé une machine qui a permis, par des codes la combinatoire, par du calcul, de décrypter. Vous connaissez tous la machine Enigma, c'est-à-dire les messages transmis entre les différentes corps d'armée nazis. Et puis, très intéressant, parce qu'on l'oublie plus souvent. Quand on dit origine militaire, on pense beaucoup plus souvent. Ça y est, je suis mal parti, là. 47, je suis mal parti. Non, là, je suis parti pour une conférence d'1h15, la classique. Eric, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, ce n'est pas une classique, c'est une condensée. D'accord. On oublie souvent la deuxième origine militaire, enfin la deuxième embranchement, qui est aussi important. Vous la connaissez? Vous savez de quoi je vais parler là ou non? C'est IBM aussi. Non, vous ne voyez pas? Bon. C'est notre temps présent, enfin c'est l'origine. C'était des systèmes de calcul balistique pour l'envoi de missiles, développés par IBM pas développé en 1943, utilisé dès 1943. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'était des systèmes d'aide à la décision humaine. Tiens, d'aide à la décision humaine, des systèmes de calcul, qui, en fonction de plusieurs paramètres, la vitesse des avions, la vitesse, la distance, et avec une dimension, waouh, déjà, il y a presque un abandon de ça pendant plusieurs décennies, et avec une dimension prédictive. C'est-à-dire de calcul prédictif, vitesse, météo, distance, on envoie à ce moment-là, avec un signal. Mais ça, c'est très très étonnant, c'est très étonnant l'histoire, parce que parfois il y a des choses, et puis c'est oublié. Mais cela, ce que l'on a indiqué là, avec Turing et les calculs balistiques, c'est la cybernétique. À la sortie de l'après-guerre. Là, je n'ai pas le temps, je pourrais passer 2 heures sur ça, l'histoire de la cybernétique, c'est-à-dire des personnes, comme je dis dans mon dernier livre notamment, extrêmement intelligentes, mais totalement dingotes, qui relèvent un peu de la psychiatrie. Mais on peut, comme je dis souvent, maintenant, on peut être à la fois fou et très très intelligent. Ce n'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire des personnes qui croyaient qu'avec la puissance des systèmes,
Eh bien, tiens, en 1950, il y a 2 cybernétiques, qu'on allait pouvoir développer des systèmes infiniment supérieurs à l'esprit humain. Marvin Minsky, une des personnes qui est décédée récemment, avec lui, plus la cybernétique des années 60-70, a dit, par exemple, cette phrase totalement grotesque, qui est reprise par beaucoup de personnes de la Silicon Valley. Il dit « Le cerveau est juste une machine de viande ». Or non, le cerveau n'est pas juste une machine de viande, car c'est un des organes du corps, et le corps est un organe multisensoriel qui n'est pas réductible à des opérations binaires et infiniment plus complexes qu'une machine computationnelle. Bref, ça c'est pour un peu, au passage, je m'énerve un peu tout seul, pour remettre là où ils doivent l'être les transhumanismes et tout ce délire réductionniste, c'est-à-dire de penser le vivant, la complexité du vivant, la complexité de l'esprit humain, comme à l'intérieur de grilles réduisant tout cela à des systèmes computationnels binaires. Bon, alors, là je vais terminer cette petite partie introductive en quelques... Donc ce n'est pas ce qui s'est passé, hein, cette volonté de la cybernétique au cours des années 50 au sortir de l'après-guerre au sortir de la guerre, pardon, qui a été un moment, une sorte de seuil qui a été franchi, comme c'est souvent le cas au moment où il y a des recherches technologiques militaires importantes, d'un moment historique très réduit. Voilà, des personnes qui ont cru que, eh bien, des systèmes computationnels, j'ai pas d'autre terme, allaient pouvoir guider l'action humaine. Tiens, il y a presque une parenthèse de 50 ans, là. Et nous revenons aujourd'hui vers ça, mais je continue la petite parenthèse, c'est-à-dire que durant cette parenthèse, cela n'est pas arrivé par des limites technologiques. Ce qui est arrivé, c'est ce qu'on a appelé l'extension progressive de la numérisation des sociétés. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. L'introduction des gros ordinateurs dans les entités privées et publiques. Tout le monde connaît ces images de gros ordinateurs au cours des années 60, 70, principalement dans l'activité bancaire, après les services publics. Après, ce qui est très troublant de cette longue histoire que je décris, mais là, plus qu'à grands traits, hein, on l'a bien compris, c'est que c'est d'une façon très troublante, c'est presque découpé en décennies. Années 70, l'apparition des premiers micro-ordinateurs, des ordinateurs personnels. Années 80, numérisation du son, après celle de l'écrit. Hein. Compact disc, 1981, je crois, numérisation du son. Années 90 à décennie suivante, les deux événements, enfin l'événement majeur, mais avant l'événement majeur, c'est le croisement entre réseau télécommunications et numérique, donc le protocole HTTP Internet, et la numérisation de l'image, hein, fixe et animée, qui a donné, hein, au cours des années 90, fin des années 90, ce qui a été nommé... même si ce n'était pas que relativement à la connexion, ce qu'a nommé ce futurologue économiste de plus en plus exalté, je peux parler de Jeremy Rifkin, qui avait écrit son livre « L'âge de l'accès », 1999, paru en français en 2000, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce livre. Hein, donc, il avait bien nommé une chose, l'âge de l'accès. Et l'âge de l'accès, il a donné, c'est-à-dire l'avènement d'Internet, et au même moment du téléphone portable, et au même moment de la généralisation, de la forte généralisation des cartes de crédit, là je reviens à nous, hein, journée tous les années du marketing, il a donné au cours de la décennie suivante un nouveau type de connaissance, puisque je parlais de connaissance tout à l'heure, hein, un nouveau type de connaissance. Là je reviens strictement à nos, j'ai envie de dire à nos pratiques, parce que je suis avec vous, je ne suis pas, à vos pratiques, hein, il a donné subitement, sans refaire l'histoire de la réduction de plus en plus des cibles, hein, en marketing, mais il y a eu presque une, c'est pas un hasard historique, hein, une concordance historique, hein, entre le fait de passer de la cible, des segments à la niche, à l'individu, hein, à la fin des années 90, des années 2000, qui est concomitant. Alors que la poule et l'œuf, c'est plus compliqué que ça, mais en tous les cas, il y a un croisement avec le fait qu'il y a eu l'avènement, ou en tous les cas le début d'une histoire, où la connaissance des comportements individuels, extrêmement massive, rapidement, subitement extensive et continuellement extensive, a permis à des groupes, à des grands groupes et
vous voyez à qui je pense, des grands groupes, prioritairement, on ne les appelait pas comme ça, mais des groupes de l'économie de la donnée, et surtout de la collecte de données, principalement Google, mais d'autres, c'est-à-dire une connaissance des comportements individuels. Et alors, donc qui a permis, tout ça vous connaissez par cœur, mais là je parle de connaissances. Vous allez voir, car là je parle de, c'est 99, 2000, c'est hier matin d'une certaine façon. Ce que je dis dans l'introduction de mon livre, je pense que nous vivons une période où des seuils, nous franchissons des seuils. Et lorsque nous franchissons trop de seuils à la fois, il y a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques de perte de repères, il y a des risques de limites qui sautent. Je vais en parler à la fin, en quelques mots. Et puis il y a eu la décennie 2000, deux événements capitaux relativement à ce que nous évoquons là, qui sont pratiquement concomitants, enfin simultanés. Est-ce que vous voulez les dire à ma place, relativement à tout ce que j'ai dit? Je donne, qu'est-ce que je peux offrir comme cadeau à celui qui trouve? Bon, allez, on ne va pas rallonger l'intervention. J'embraye, je continue. Alors, je vais le faire chronologiquement, presque. Enfin, ça se joue à 2 années près. Donc, vous voyez, la chronologie, j'aurais pu inverser, personne ne s'en serait rendu compte. Peut-être que vous en serez rendu compte. C'est l'avènement des réseaux sociaux, évidemment. Nouveau type de données, nouveau type d'information. Pas seulement des comportements, et aussi l'émission de formulation, la formulation, le poste de photos, donc des nouveaux types de manifestations des comportements humains. Et puis l'autre événement capital, c'est évidemment, alors ça remontait à 1995, la mise à disposition du signal GPS par Bill Clinton, qui est un dispositif militaire, mais au service du civil et donc de l'économie 1995, mais c'est évidemment le smartphone 2007, c'est-à-dire la géolocalisation, évidemment les applications, c'est-à-dire un nouveau pas vers l'individualisation, vers des nouveaux rapports entre le corps et le territoire, et surtout une connexion théoriquement spatio-temporelle ininterrompue. Voilà. Alors, là je parle des années 2007, vous voyez, j'ai quand même été un peu long pour cette année, on n'avait pas le choix. Ça va, Andrea, pour le temps? Parce que je me suis un peu stressé, moi, là. Ça va? Bon. Ce qui m'inquiète, c'est que voilà. Mais ça va. Oui, alors là, on est dans le dernier tiers de la première décennie du XXIe siècle, et nous sommes exactement au moment où, dans le Oxford Dictionary quelque chose, a été introduit le terme de Big Data, qui est un peu l'objet de mon dernier bouquin, qui était paru en 2015, La vie algorithmique. Voilà, donc c'est-à-dire cet afflux de données ininterrompu, venant de toutes parts, mais ça ne veut pas dire grand-chose venant de toutes parts, venant de modalités, venant de sources et témoignant de gestes extraits de plus en plus divers, de pratiques, de gestes, de comportements, de modes de vie individuels et collectifs de plus en plus divers, récoltés, traités. Je vais y revenir. Et là, nous vivons maintenant une sorte de seuil décisif. Je pense que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. La personne est là, je n'ai pas mis lunettes, qui est intervenue tout à l'heure. Il est parti? Bon. Nous vivons un seuil, là. C'est ce que moi je nomme un seuil. Décisif, dont on commence et que peut-être que vous m'avez entendu à droite à gauche évoquer ça, mais mon dernier bouquin, mon dernier, là, celui qui sort, parce que je ne sais même plus où j'en suis avec mes derniers avant, quand je commence à être graphomane. Non, si je suis graphomane, c'est que je me saisis de questions qui me semblent capitales et qui ne sont pas suffisamment saisies par la société et par tous les acteurs de la société qui devraient se saisir de ces questions décisives. Civilisationnelles, ce ne sont pas des questions sociétales, ce sont plus que des questions, ce sont des questions civilisationnelles. Donc ce nouveau seuil qui est l'avènement, ce moment actuellement, je n'ai pas d'autre terme, massivement en émergence, de l'extension des objets connectés. De l'extension, pas seulement des objets connectés, on va être plus précis, des capteurs et des objets connectés. Ce n'est pas la même chose.
Les objets connectés, c'est sur des objets, mais des capteurs sur de plus en plus de surfaces de nos réalités et sur de plus en plus d'objets, mais ce n'est pas seulement des objets, c'est des chaînes de montage, c'est des chaînes de production, c'est des autoroutes, c'est des routes, c'est des capteurs. Des capteurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire des capteurs? Ça veut dire que ce ne sont plus, vous savez, les régimes symboliques que j'ai évoqués tout à l'heure, la numérisation de l'écrit, la numérisation du son, la numérisation de l'image. Là, ce n'est pas ça. J'ai presque envie de dire, l'expression n'est pas bonne, je ne l'aime pas, la numérisation du réel. Non, je préfère dire, c'est le réel qui est capté à sa source, qui est capté à sa source au moment même où il se manifeste, qui est capté. Donc c'est réduction de quantité de phénomènes du réel à des codes qui sont récoltés, traités, etc. Et concernant ce qui est nommé objets connectés, à mon grand désarroi, à mon grand désarroi me concernant, je suis dans le grand regret, si nous n'y prenons garde, de mentionner là, aujourd'hui, à cette heure-ci, qu'à terme, dans la décennie qui vient, au train où vont les choses, je n'ai pas de meilleure expression, tout ce qui pourrait être connecté va être tout. C'est le nouvel Eldorado, tout, ça. Tout. Bikini, la grande affaire, tétine, brosse à dents, télévision, tout, nanocapteur en plus. Mais ce n'est pas que les objets qui sont... Enfin, c'est une autre... Bon, il ne faut pas que je sois dans l'émotionnel, là, mais c'est quand même... j'ai noté même miroir. Miroir, qu'est-ce que ça veut dire, miroir, quand même, Miroir dit intelligent que développe Microsoft. C'est la captation, c'est l'analyse du visage, d'une dimension évolutive, et avec de la rétroaction. La rétroaction, c'est-à-dire des offres rétroactives. Il était montré tout à l'heure une balance connectée, car que veut dire une balance connectée? Ce n'est pas seulement qu'elle est connectée, c'est la transmission d'informations avec des systèmes algorithmiques. L'humain, là, n'est pas dans la boucle, il est dans la boucle de la conception des systèmes, avec des boucles rétroactives de vous proposer tel complément alimentaire ou tel séjour à la campagne en fonction de votre courbe évolutive. C'est ça l'économie de la donnée, l'économie des objets connectés. Et alors j'ai relevé l'été dernier, j'avais lu avec beaucoup d'attention, faites attention à cette référence, ne la prenez pas de toute pièce, je m'en explique dans mon prochain bouquin, ne la prenez pas de toute pièce, mais cette phrase m'avait intéressé. Mais ne la prenez pas de toute... Enfin, la référence du livre que je vais citer là. Mais Hannah Arendt, pour qui j'ai entre autres beaucoup de respect, a dit dans le système totalitaire, la seule personne qui soit encore donc le système totalitaire qu'elle a écrit sur le régime nazi et soviétique, cette phrase qui m'a évidemment j'ai surligné plusieurs fois quand au moment où je l'ai relu, la seule personne qui soit encore un individu privé en Allemagne, c'est celui qui dort. Celui qui dort aujourd'hui, même celui qui dort. Même celui qui dort. Puce. Alors, une émission de radio, j'avais dit un jour, même dans les lits, il y aura des puces. Et il m'a dit, mais ça, c'est pas nouveau. J'ai mis une seconde à réagir, je n'avais pas compris qu'il parlait d'autres puces. Ah oui, voilà. Même les lits, même dans le lit, le sommeil, la quantification. Alors, évidemment, toutes ces informations sont gérées par des systèmes de plus en plus puissants, des capacités de traitement, non seulement des systèmes de plus en plus puissants, mais, alors c'est là que nous devons aussi, après dans 30 secondes, faites-moi confiance, je vais parler de marketing. Et c'est là que je ne vais pas être porteur de bonnes nouvelles et je vais un peu instiller du soupçon et du doute. Mais aussi, ça ne suffit pas de dire que nous sommes dans le moment des objets connectés. Il manque quelque chose d'aussi capital. C'est la conjonction des deux. C'est ce qui manquait dans la 4e de couverture que j'ai retravaillé avec mon éditeur aujourd'hui par téléphone. Je ne suis pas encore totalement en vacances. Il manquait je n'avais pas trouvé cette phrase où on faisait la conjugaison des deux. On l'a heureusement trouvée parce que c'est capital. C'est la conjonction de ces données générées par les objets connectés avec, je vous laisse le dire, on est en fin d'après-midi là où tout le monde est fatigué, avec l'intelligence artificielle. Nous sommes dans le grand moment de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, ce sont deux choses, enfin pour parler ou même trois choses, on peut dire plein de choses, mais c'est une capacité à analyser les données en fonction d'intentions qui sont les nôtres, jusqu'à nouvel ordre. Je veux que s'il se passe ça, il se passe ça.
c'est la capacité de révéler des phénomènes connus ou masqués à notre perception. Hein. Le data mining, c'est de l'intelligence artificielle, hein. C'est-à-dire de nous révéler des faits masqués, notamment par corrélation. Je crois que vous avez évoqué des faits qui étaient masqués. C'est de l'interprétation en temps réel de situations et une capacité rétroactive. Par exemple, vous passez à côté de tel magasin de chaussures, au vu de votre profil, ce serait trop dommage qu'alors que le magasin est au coin de rue, la promotion qui peut vous convenir, donc c'est une notification. Ça, ce sont des systèmes, donc c'est de l'interprétation. Mais ce n'est pas que cela aujourd'hui. La grande affaire, c'est tout cela ne cesse de se perfectionner, mais la grande affaire, que j'avais évoqué deux bouquins précédemment, que je ne sais plus où, voilà, c'était l'humanité augmentée. La grande affaire, c'est la capacité décisionnelle des systèmes. Hein, la capacité décisionnelle, ou j'ai presque envie de dire autodécisionnelle. Par exemple, il y a les deux meilleurs exemples de cela. Les deux meilleurs exemples de cela, c'est le trading algorithmique, hein, par exemple. Donc le trading à haute fréquence. Alors là, si vous voulez comprendre, je me permets de prendre 30 secondes, Andrea, sur ça. Si vous voulez qu'on comprenne l'état des techniques aujourd'hui, la technologie contemporaine, c'est l'état des trading. On l'a dans deux. Je vais ménager la surprise pour le deuxième dispositif, mais on l'a dans le premier, c'est le trading algorithmique, c'est-à-dire des myriades de données de tous ordres, d'ordre climatologique, d'ordre géopolitique, d'ordre économique, d'ordre évidemment financier, d'ordre de la bourse, qui sont récoltées à flux tendu. Ce n'est pas en temps réel. Hein. Le temps réel, le temps réel, on confond temps réel et direct. Je m'explique sur ce distinguo qui est important. Parce que nous sommes, à mon sens, dans une anthropologie du temps réel, mais là, je m'arrête tout de suite, on n'a pas le temps. Mais s'il y a un distinguo, hein, temps réel, donc ce n'est pas du temps réel. Temps réel, c'est c'est exécuter des opérations au moment même non, saisir le résultat d'opérations au moment même où elles sont effectuées, mais avec un bref délai qui bon, allez, je vais pas. Donc, récolter à flux tendu, analyser. Donc, par exemple, sur le blé, telle boîte d'agroalimentaire, voilà, il y a une crise possible, et des systèmes qui analysent ça à des vitesses et qui ont la capacité autodécisionnelle d'acheter ou de vendre eux-mêmes ces systèmes à l'intérieur d'une dimension prédictive. Hein. Mais prédictive, ce n'est pas la seconde, hein, c'est le millionième de seconde. Hein. Vous voyez, le vertige. Vous savez, les agences de courtage vont être au plus... Vous connaissez cette histoire, hein, en termes de distance, être au plus proche des serveurs, de façon à ce que la réduction... C'est pour vous dire dans quelle vitesse. C'est même pas dans quelle vitesse, il faut trouver faudrait presque trouver un nouveau régime pour noter. Ce n'est pas de la vitesse, là. C'est un rapport aux événements et à des capacités décisionnelles qui ne s'inscrivent pas dans la vitesse. Bon, écoutez, on s'est compris, hein, je ne vais pas épiloguer sur ça. Et puis le deuxième dispositif, c'est la Google Car. Enfin, la voiture sans pilote. Alors là, c'est une... Je ne vais pas dire merveille technologique, parce que moi, on va dire oui, enfin, on s'est bien compris, en tout cas. Alors là, il y a tout, là, hein, aussi. Enfin, il y a plus que les trucs trading algorithmique, en plus, il y a les capteurs. Hein. Les capteurs de l'environnement, capteurs des voitures qui communiquent entre elles, les serveurs, voilà, et qui, en fonction de quantité d'informations traitées, là, pour le coup, en temps réel, c'est-à-dire connaissance de l'état du trafic, de quantité d'informations, là, c'est du temps réel. Hein. On revient à ce que je disais d'un point de vue introductif. Hein. Connaissance. Et, vous voyez, la profondeur de connaissance, là. En temps réel, état de la circulation, hein, et la capacité autodécisionnelle. Hein. Alors évidemment, comme je dis souvent, parce qu'on ne voit que l'absence de pilote, et là on est en plein dedans. Et voilà, j'arrive à mon dernier moment, c'est qu'une Google Car, mes chers amis, je vous appelle mes chers amis, on ne se connaît pas bien encore, mais je me permets de vous appeler comme ça, en cette fin d'après-midi. Une Google Car, ce n'est pas seulement une voiture qui nous pilote, c'est une voiture qui nous pilote, j'ai presque envie de dire, qui nous conduit, qui en fonction de mon état de fatigue important aujourd'hui, de mes conversations tenues, eh bien, me suggérera une infinité de choses. Me suggérera de m'arrêter comme la balance connectée à la pharmacie la plus proche, ou de me rendre dans le restaurant le plus adapté à mon budget ou à mon envie de découverte qui a été analysée, mon envie de découverte, et où je vais peut-être rencontrer quelqu'un
parce que je suis peut-être seul depuis 2 semaines ou depuis 6 mois, je suis très triste, je ne sais pas, et rencontrer la personne qui sera plus ou moins, qui va me proposer l'épiphanie amoureuse. Voilà. C'est cela. C'est cela. Nous allons vers cet accompagnement algorithmique de la vie. Alors maintenant, je viens, parce que j'ai développé un chapitre qui s'appelle, à mon avis, c'est un de mes chapitres les plus importants dans mon livre, que j'ai appelé « L'avènement d'une industrie de la vie ». Alors, il se trouve que cet été, j'étais en plein boulot, enfin, je ne voyais plus personne. Je ne suis pas allé chez le coiffeur, comme vous voyez, je n'ai même pas eu le temps. Promis, j'y vais le plus vite possible, sinon ma maman ne va pas être contente. Et alors là, on m'appelle, le journal du dimanche, Pokémon Go, que vous voulez réagir Bon, alors c'est intéressant, le journal du dimanche, c'est comme... bon, alors j'ai dit, on va faire ça, mais par écrit, je ne veux pas... Donnez-moi 3 questions, je vais faire bref. Voilà. Pokémon Go, c'est pas Nintendo, mais c'est franchise Nintendo, machin. Industrie de la vie, industrie de la vie, connaissance des comportements, le ludique avec le... Et puis pardon. Et j'ai entendu quelque chose comme ça, non ? Bon. Et après, alors, comme ça se passe souvent dans la presse, France Culture qui m'appelle, matinale de France Culture, et j'évoque, j'étais avec un psychiatre. Bon, ce qu'il a dit, c'est pas inintéressant, mais c'était pas du tout l'enjeu de l'affaire. J'ai évoqué cette affaire d'avènement de l'industrie de la vie. Alors là, je ne vous dis pas le nombre de réactions que j'ai eues. J'ai vu que ça avait intéressé beaucoup de monde. Alors quand le monde m'appelle la Generali, tiens, il y a encore un autre signe là. C'est-à-dire quand même, la connaissance de votre vie, on va vous offrir quantité de choses, ou aux États-Unis, on va réduire les tarifs. Industrie de la vie. On y est. Je ne raconte pas trop de bêtises. Alors l'industrie de la vie. Je vais vous parler de 2 choses. Là. Doute, ça va Andreas ? Dans 5 minutes, je peux conclure ? Je vais essayer. Et il ne me croit plus. Ça y est, on commence à comprendre. Non, je vous promets que je tiens toujours mes délais. Voilà, c'est une parenthèse. Pour les bouquins, les articles, je tiens toujours mes délais. Pour les conférences, c'est une catastrophe. Je dépasse toujours. Je dépasse toujours. Je vais vous parler de 2 choses. Là. Août 2015. Google, qui est devenu Alphabet. Tout le monde connaît cette histoire. Qui est devenu Alphabet. Alphabet, c'est-à-dire... Mais ce n'est pas encore ça ce que je nomme l'industrie de la vie. Mais Alphabet, c'est le signe, enfin ça témoigne, en tous les cas, c'est des activités hétérogènes, mais ce n'est pas Mitsubishi, c'est pas comme Mitsubishi, les grands conglomérats historiques, ou General Electric. C'est-à-dire des activités assez hétérogènes. Ce n'est pas ça, Alphabet, et les nouvelles logiques entrepreneuriales et industrielles. Ce sont, je vais essayer de m'expliquer en quelques mots, c'est très important. Ce sont quantité d'activités qui sont agrégées, enfin qui sont corrélées, non pas qui sont corrélées, qui sont inscrites à l'intérieur d'un même groupe. Là, en l'occurrence, Alphabet, il y en a d'autres. Enfin, il va y en avoir de plus en plus. Mais au contraire, ou à la différence de... Vous connaissez tous, si vous êtes dans le marketing, General Electric, Mitsubishi, ce qu'on appelait les grands conglomérats historiques. On pouvait faire du supermarché et puis du réacteur, quoi, en très gros. C'est-à-dire, en gros, aucun rapport. Ou des moteurs, voilà. Là, ce sont des activités qui visent à pénétrer la conquête, ce que je nomme la conquête de la vie, c'est-à-dire à pénétrer les comportements. Google a commencé avec les données, il continue avec un deuxième champ dans lequel s'investissent toutes les compagnies de la Silicon Valley. Là, vous êtes obligé de trouver. Vous êtes obligé de trouver quel est ce deuxième champ. Je ne le dis pas. J'arrête là. La médecine. La médecine. C'est-à-dire, c'est la première fois dans l'histoire où le privé commence à devenir prescripteur, ce qui est un scandale absolu. C'est inacceptable. Des gens qui n'ont aucune compétence, qui commencent alors en montrant des barbus à la télé, vus à la télé, etc. On ne connaît absolument pas leurs compétences, les applications médicales c'est moi qui dis paramédicales, qui sont paramédicales, mais qui se... Bon. Donc HealthKit, Calico, je vous renvoie à tout cela. Donc, mais c'est aussi Boston Robotics, les robots, c'est évidemment la réalité augmentée. Qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? Comme Zuckerberg avec Oculus. Vous voyez, même Facebook, connaissance des comportements. Oculus, réalité augmentée, comme il a dit, moi je reparlais de ça dans mon livre, il dit, vous voyez là on est ensemble, là, sensible,
les cours en université via les casques, la visite chez le médecin. Mais oui, mon garçon, évidemment, Zuckerberg, tu vas nous faire, au filtre de toute ta compagnie, on va faire toutes nos activités humaines. Moi, je réprouve ce modèle, hein, si ça ne s'est pas déjà compris. Je le réprouve radicalement. Hein. Le médecin, disait-il, j'ai ces courriers, hein, dans Courrier, je le cite dans mon prochain bouquin qui sort le 20 octobre. Hein. Avec les sources, je raconte, tout est voilà, mentionné. Je répète ce qu'il disait précisément. Donc les bancs de l'université, tout par le 1. La visite chez le médecin, extraordinaire. Hein, les matchs de football, les activités culturelles, comme si de voir une toile au Louvre, c'est la même chose que de le voir. Quel réductionnisme, quand même, quel réductionnisme. Et puis il manquait une autre chose, peu importe, je me suis dit, mais c'est pas bon. Voilà, donc là, comprenez, toutes ces activités, c'est un filtre. Hein, je crois qu'il y a une étudiante doctorante qui m'a parlé d'immersion. Je ne parlais pas de cela, je ne sais pas si elle est encore là. Ça faisait une thèse sur... là, c'est connaissance des comportements et monétisation par une même compagnie, hein, par une même société. Hein. Voilà. Donc, alors moi, je vous lis juste... Alors c'est la primeur. Hein. Je vous lis un extrait de mon livre, je l'ai encore fait. Hein. Le technolibéralisme annule ce vide. Alors je parlais de... Bon, d'un capitalisme historique où il y avait de la distance. Hein. Justement, le marketing vise à combler ou à recoudre cette distance. Annule ce vide, supprimant tout espace vacant et réalise le rêve ultime du capitalisme historique, se lancer à l'assaut de la vie, de toute la vie. La récolte permanente de données relatives à nos gestes menace à terme l'activité du marketing, qui témoignait de la distance entre le producteur et le consommateur. Distance entre le producteur et le consommateur. Devant bientôt laisser place à la formulation d'offres rapportées en temps réel au flux de l'existence. Passage d'une économie jusque-là prioritairement cherché, ayant jusque-là prioritairement cherché à exploiter l'attention des internautes, une économie récente, à une économie ambitionnant désormais de, entre guillemets, capter le vivant ou d'orienter la vie des personnes. Alors, c'était une des petites... vous savez que notamment par les développements technologiques que nous avons évoqués à très grands traits, et notamment par l'intelligence artificielle, contrairement à ce qui s'est passé durant les années 70 et 80, où c'était des professions manuelles qui a été, on peut presque dire là, peut-être avec des effets vertueux, hein, des pénibilités, des exercices, des métiers à forte pénibilité qui ont été remplacés par des systèmes, par des robots. Hein. Bon. Là, nous sommes dans la période historique où des métiers à haute compétence cognitive, hein, et nous entrons dans cette période, hein, ayant requis de longues études. Je pense à Watson, là, par exemple. Watson avec les médecins. Hein. Des systèmes d'assistanat à la décision médicale. Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si vous voulez, on y aura un petit pot tout à l'heure, Andreas. Bon, on en reparlera. Mais là, voilà. Les avocats, compétences. Je ne sais pas si vous avez vu cette très belle série We All Humans, la série suédoise, hein, où il y a un robot clone, où il y a des clients qui arrivent à un cabinet d'avocats. Ils sont tous pris dans la panique, de panique, parce que les clients arrivent d'une grande compagnie chinoise, c'est leurs clients, ils n'ont pas terminé les dossiers, les analyses. Et elle, c'est un clone, un robot imprégné d'intelligence artificielle. Dans son esprit, en 30 secondes, voilà, elle a rédigé tous les dossiers. Nous allons vers cela. Je donne des exemples dans mon livre, je les ai oubliés là. Hein. C'est-à-dire des compétences, des métiers à haute compétence cognitive qui sont appelés à terme à être remplacés par des systèmes. Des systèmes supposés jugés plus efficaces, et, j'ai pas le temps là non plus, basés sur certains types d'informations qui excluent principalement ce qui, entre autres, nous caractérise, nous humains, c'est-à-dire, entre autres, hein, pas seulement, mais l'appréhension sensible des choses. Alors, j'ai le sentiment que par ce que je nomme industrie de la vie, sur lequel il me semble que je vais être appelé à beaucoup le commenter dans les mois à venir, ici et là, par cet ajustement continu,
de coller, il faudrait presque trouver un terme, de s'adosser, je dis, voilà, de s'adosser à chaque geste humain, avec des systèmes capables de rétroagir en continu. Où intervient l'activité historique qui visait à séduire le consommateur, qui visait à le convaincre, qui visait avec quantité de stratégies qui se sont développées, affinées, modifiées au cours des décennies. Où intervient-elle? Alors, c'est une première question que je pose. Où interviendra-t-elle? Là, c'est un peu de prospective. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se dessine vers une prise en charge de ce qui est nommé la relation client, que vous connaissez par cœur. La relation client. Moi, je parle dans mon livre de... Alors, monsieur, j'ai oublié son nom, qui a développé la compagnie iBloom, c'est ça L'industrie de la vie, je lis un autre extrait, j'ai bientôt terminé, ne se contente pas de faire corps avec chacun d'entre nous, c'est l'extrait de mon bouquin. Elle entend abattre un autre obstacle, ralentissant son rythme vital, la décision d'achat. Car nous prenons la décision d'achat en général. On est assez libre de dire j'achète ça ou je ne l'achète pas. Hein. Ça relève quand même de notre liberté. Hein. Le monsieur en a parlé, la personne en a parlé. Elle cherche à lui substituer, incroyable, elle dit que les grands groupes ne voyaient pas ça encore en France. Moi j'ai analysé ça un petit peu, enfin un peu beaucoup même. Elle cherche à lui substituer une automatisation personnalisée de la gestion de nos besoins. Ça, j'explique ce que c'est. À l'instar du dispositif conçu par Amazon Dash, dont il a été évoqué là tout à l'heure. Mettant en vente... Alors, le monsieur a parlé... Je vais dire le monsieur, ça fait... Pour cette personne, c'est plus élégant. Dire, on appuie. Non, il n'y a pas que du push. Hein. Une fois qu'on accorde, après... À l'instar du... Enfin, sur ce que j'ai vu, moi... Hein. Peut-être qu'il a d'autres informations, mais moi j'ai vu qu'après, c'est du flux. Hein. À l'instar du dispositif conçu par Amazon Dash, mettant en vente des imprimantes, des machines à laver ou des moniteurs de taux de glucose, la liste, capables de commander d'eux-mêmes leurs consommables auprès de la boutique en ligne. D'eux-mêmes, hein, donc l'acte d'achat. Le mouvement qui supposait d'attirer le consommateur vers le produit s'inverse. C'est le produit qui, dorénavant, va vers le consommateur, s'infiltrant sans crier gare dans son cadre de vie et s'assurant de tout dans la plus grande discrétion. L'achat est fait. L'achat est fait, tu as dit oui une fois pour toutes. Fluidité, hein, fluidification de la vie, c'est le credo cardinal, les trois grands credos cardinaux de notre contemporanéité, c'est fluidification, sécurisation et optimisation de toutes choses. Hein, c'est le produit qui, voilà, je l'ai dit, renversement qui représente le fantasme non réalisable de toute agence marketing et que l'économie de la donnée peut désormais accomplir. Il faut saisir la neutralisation du libre choix qui s'opère, qui, même s'il était orienté, on aurait presque pu rajouter jusque-là, hein, par toute une série de motifs, le libre choix, il était orienté par des séries de motifs quand même, il n'était pas si libre, mais quand même, relevé au final de la seule prérogative de chacun. Ici, une estimation automatisée prévaut, s'imposant comme une évidence, fluidifiant la vie et repoussant l'hypothèse de la latence, hein, tu ne vas pas attendre, hein, l'hypothèse de la latence, d'un changement de fournisseur. Tiens, je peux me dire à un moment, j'en ai un peu marre, c'est pas si bien. Non, ça y est, t'es inscrit dans le flux. Ah, il faut penser à des on peut toujours, hein, jusqu'à nous, on peut toujours... Non, j'ai d'autres choses à faire. Je suis pris par d'autres choses, ça y est. L'hypothèse de la latence, d'un changement de fournisseur, ou tout simplement celle de l'interruption de l'achat. Je veux pas. Non, ça continue, mon garçon. On peut par exemple... Ah, voilà, on y revient. C'est la primeur hein, que je vous donne, là. Ça part à l'imprimerie lundi, hein, et moi en vacances lundi. Là, je me répète. Hein, là. On peut par exemple supposer que la voiture autonome va assurer d'elle-même sa maintenance, dont une large partie sera réalisée à distance par des programmes dédiés, hein, par des systèmes, et décider d'elle-même, entre guillemets, du renouvellement de certains de ses composants. Extraordinaire, le modèle, vous voyez le modèle économique, là. Hein. En se rendant auprès de tel garage... Je crois que j'ai ri en écrivant ça, hein, ou de tels concessionnaires, participant à de discrètes enchères, bien évidemment. Je ne décide pas, la voiture dit Eric, on va aller chez... Ben oui, j'ai moi, et je sais mieux que toi, hein. J'ai toutes les informations du monde à portée de main. Toi, tu es quand même un être limité. Hein. Tu sais que c'est le bon concessionnaire. Pourquoi c'est le bon? Je lui parle. Pourquoi c'est le bon? Parce qu'il est libre, à ce moment-là, pour voir s'il a les pièces, il est moins cher.
et il va t'offrir le café que tu aimes bien. Ah ouais, on y va. On y va. C'est ça la voiture sans pilote. La figure historique du consommateur s'efface, laissant place à un individu continuellement porté par des systèmes, chargé non seulement d'estimer ses besoins et ses désirs, mais également de les lui fournir sans faire appel à sa volonté. Ah oui, voilà, tout roule. Je ne paye pas. Ah non, mais attendez, j'ai terminé dans 30 secondes, Andreas. Enfin, 30 secondes et demie. Et nous allons vers la disparition de l'acte d'achat, mais même l'argent, l'évanescence. Je suis désolé, je vais encore lire 3 lignes, après j'arrêterai de lire et je vais faire une petite conclusion. Rassurez-vous. Fluidifier et automatiser l'acte d'achat, ça c'est. Vous voyez dans quel moment nous vivons. Je peux vous dire un petit secret. Ce chapitre, il va peut-être être dans les bonnes feuilles du Monde diplomatique sur une double page. On attend la réponse cette semaine. J'aime beaucoup ce chapitre, l'avènement d'une industrie de la vie. Fluidifier et automatiser l'acte d'achat, c'est aussi faire disparaître l'argent en quelque sorte. Mastercard a lancé un programme visant à transformer tout objet, smartphone, tout objet, bracelet ou montre connectée, jusqu'aux vêtements, en moyen de paiement sans contact. Soit le corps, là c'est moi qui reprends la main, la parole, enfin la main, tant que je peux encore parler, soit le corps, insensiblement et à tout instant, transformé en carte bancaire. Le dessein de l'entreprise, donc là c'est Mastercard, consiste à ce que dans un futur proche, là c'est entre guillemets, donc je cite un des responsables de Mastercard, il soit possible de payer sans s'en rendre compte. Donc non seulement, alors, on a vu des trucs, ça commande, mais même quand j'ai envie d'acheter, je ne paye pas. Enfin, je paye. Vous voyez, c'est tous les obstacles, c'est les obstacles qui. Parce que le marketing, c'est la prise en compte de l'obstacle, quand même. Ben oui. Sinon, il n'y aurait pas de marketing. Si tout était aussi fluide, il n'y a pas besoin de marketing. Il ne s'agit pas seulement d'intensifier indéfiniment notre rapport au commerce, mais faire en sorte que la dépense s'efface, qu'elle devienne évanescente, le terme. Nous délivrant de sa culpabilité inhérente. Ben oui, c'est toujours un peu de culpabilité quand on achète quelque chose. Je n'ai pas trop acheté. Mon mari va pâtir, va bien. Et déléguant la conduite de ces fastidieuses opérations à des systèmes destinés à y répondre au mieux et en silence. Mais dernière petite ligne, parce que je parle aussi d'une économie de l'ambiance, tout cela veut dire qu'à terme, nous sommes c'est des systèmes, c'est les intermédiaires, c'est entre le corps, les individus, et des systèmes, des grandes plateformes, des très grandes plateformes, la course elle est là, elle a été grande plateforme avec les mieux-disants, c'est-à-dire les compagnies qui, par des enchères robotisées, achètent avec la grande connaissance, donc l'industrie, vous comprenez ce que je dis là, Vous comprenez ou je parle trop vite? Vous comprenez l'industrie de la vie, Alphabet. Je cite. Quel est votre prénom? On en a parlé tout à l'heure ensemble. Julien, je sais tout sur vous, moi, Alphabet, tout. Mais je ne vais pas le vendre comme ça. Cristalline, non, Cristalline n'ont pas assez d'argent pour ça. HP, ou je ne sais pas, avec des vitesses phénoménales. J'achète la connaissance de telle personne qui se trouve dans telle situation. Mais vous êtes où, vous, là? Vous êtes où? C'est ça aussi, le rapport entre le produit, les services et les individus. C'est l'industrie de la vie qui témoigne de la vie, enfin, qui crée des dispositifs qui témoignent de la vie, et des systèmes rétroagissants en temps réel. C'est même plus de l'hyperpersonnalisation, c'est de l'hyperpersonnalisation à chaque instant et adossé à l'espace, et adossé aux connaissances, aussi on peut imaginer à terme les grilles relationnelles. Si c'est ton frère, il peut. Bon. Et je termine avec économie de l'ambiance. Parce qu'il y a aussi la télévision connectée dont on ne veut pas parler. Samsung, par exemple, analyse des conversations. Et moi, j'ai écrit en 2009 surveillance globale. Moi, je dis que c'est plus du tout le problème, la surveillance. Aujourd'hui, maintenant, c'est. Non, mais le problème, c'est que voilà, la société, je le remarque, c'est comme ça, à toujours quelques années de retard. Moi, j'ai un grand problème, c'est que je ne vais pas vous raconter ma vie. C'est mon drame dans la vie, je sens un peu quand même les choses très souvent à l'avant. J'ai écrit quand même un livre qui s'appelle La société d'anticipation en 2011. À la fin, à un moment, on ne comprenait pas trop. Et aujourd'hui, la dimension prédictive, c'est partout. Bon, alors voilà, donc, pourquoi je disais ça? Oui, le problème, c'est pas la surveillance avec les télévisions connectées, Big Brother, tous ces schémas. C'est pas du tout ça. C'est l'industrie de la vie. On sait tout, on analyse, le langage naturel. On peut analyser le langage naturel aujourd'hui.
Hein, aujourd'hui, j'ai chaud, j'ai soif, c'est analysé. Hein, rétroaction, bande d'informations, et pas seulement ces informations, corrélées à d'autres informations. Industrie de la vie, la télévision, le réfrigérateur, la réalité augmentée, Google, de temps en temps je tape, c'est pas le plus important. C'est voilà, cette corrélation de quantité d'informations, puissance de connaissance, c'est même pas sans commune mesure historique, c'est même pas sans commune mesure historique, à une puissance de pénétration, une puissance de connaissance, hein, qui est phénoménale. Mais je vais terminer avec deux petites choses. Je vois qu'Andreas commence à me regarder d'un mauvais œil, d'un œil bizarre. Je plaisante. Le monde marchand, je plaisante qu'à moitié, le monde marchand, qui supposait jusque-là un rapport frontal entre marque et individu, semble relever d'une époque révolue. Il se mue en une économie de l'ambiance, en un compagnonnage avenant, se chargeant sous le régime d'une efficacité optimale, mais dans la plus grande discrétion, de la parfaite gestion de nos biens. Reed Hastings, cofondateur de la plateforme de vidéo en ligne Netflix, assure que la perspective consiste à terme à proposer aux abonnés le bon film ou la bonne série en fonction de leur humeur du moment. Humeur, hein, car nous sommes aussi dans le temps de l'informatique émotionnelle, c'est-à-dire l'analyse selon des schémas extrêmement réducteurs, mais des émotions humaines. Alors, je termine avec... l'industrie de la vie ambitionne de s'affranchir de toute limite. Je vais parler de limite en conclusion, qui arrive, ma conclusion. Se lançant d'ores et déjà à l'assaut de la psyché humaine, à l'aide de programmes d'interprétation émotionnelle via l'analyse des fréquences vocales et de l'expression des visages, tel le miroir, on revient, miroir intelligent de Microsoft, qui comprend notre condition, entre guillemets, c'est ce qu'il dit, hein, qui j'ouvre les guillemets, c'est eux, hein, qui comprend notre condition physiologique ou psychologique et formule en retour, là c'est moi maintenant, sous la forme de lettres incrustées à sa surface, des conseils ou suggère l'achat de produits pouvant être commandés d'une touche tactile. Hein, économie de l'ambiance, Netflix, etc. Donc c'est même pas le neuromarketing, là, c'est... Voilà. Le projet siliconien, au cœur de l'intelligence artificielle, prenant soin des sujets et protégeant la condition meilleure de ce à quoi ils peuvent entendre. Alors, et là vraiment j'arrête mes feuilles, et je vais terminer par 2 points, ça va être 30 secondes chacun. Concernant, j'ai dû relire, je vais essayer de sortir quelque chose d'intéressant de ce que je vais vous dire là maintenant. J'ai relu avec beaucoup de curiosité pour l'un de mes chapitres qui s'appelle « Le grand refus à l'ère des objets connectés ». C'est le titre d'un de mes chapitres, qui me semble capital. Et j'ai relu le début de L'homme révolté de Camus. Et il dit, là, ça oui, au-delà d'une certaine limite, non. C'est à la page, c'est très tôt, hein, c'est 10e page du livre. Il dit, ça j'accepte, ça me froissait, ça me gênait, ça. Au-delà d'une certaine limite, il dit, vous la franchirez pas. Vous la franchirez pas. Le moment des objets connectés, c'est une limite. C'est une limite qui est franchie. Et moi, je veux, à ma mesure, et je serai écouté, c'est une voix dans le désert, ou qui sera peut-être écoutée ou pas, je dénonce ce franchissement de limite qui veut que c'est même pas l'intimité, c'est toute la vie humaine qui fait l'objet d'une conquête commerciale. Le commerce s'inscrivait à l'intérieur d'un certain cadre dans la vie humaine et dans les activités humaines. Nous allons vers ce que j'ai appelé l'industrie de la vie, c'est-à-dire la conquête intégrale de la vie. Conquête intégrale. Hein, à des fins commerciales, pas seulement, parce qu'il est question aussi d'organisation algorithmique des sociétés, de la société en vue notamment dans le travail. Hein. Donc, par les objets connectés, je reviens à ce que je disais tout à l'heure en introduction, plus grande connaissance, extrême rationalisation. Nous allons 2016, 2030, hein, cette grande période historique, vers une pénétration de chaque vie, avec le modèle industriel que nous avons évoqué là, et d'autres qui vont se... Et là, il y a une limite. La limite, je la nomme. Hein. Je la nomme. Ça ne suffit pas de dire limite. Je la nomme et je la nomme l'intégrité humaine. J'ai regardé à nouveau pour la 50e fois tout à l'heure le terme d'intégrité sur le dictionnaire. J'ai regardé encore parce que je sais que je vais le prononcer souvent ce terme dans les mois à venir.
je l'ai regardé, c'est avoir encore à soi tout ce qui nous revient, tout ce qui est supposé en droit nous revenir, dont nous devons avoir la possession en droit. C'est ça l'intégrité. C'est-à-dire l'honneur, des choses, mon droit aussi, le droit, c'est l'intégrité, le droit. Je suis protégé par le droit dans mon intégrité, on ne viole pas des principes qui peuvent... voilà. Là, nous entrons dans un moment historique par les technologies et par un mouvement économique qui franchit des limites et qui brise l'intégrité humaine. Et pour terminer, vraiment pour terminer, non mais vraiment Andreas, dans mon prochain, je parle, mais je n'ai pas parlé de cela, je développe un long chapitre qui a été plus long que ce que j'imaginais, que j'ai nommé « De la responsabilité des ingénieurs », qui me semble très important. J'en ai parlé dans une précédente émission de France Culture, du grain à moudre, l'homme augmenté sera-t-il vulnérable. J'ai eu beaucoup de réactions d'ingénieurs, passionnantes, très intéressantes, où j'ai parlé de déficience dans les instituts d'enseignement. Et alors là, je vais terminer, mais vraiment terminer, Andreas. Je vais enfin tenir ma promesse. De la responsabilité du marketeur. On dit comme ça, marketeur ou des marketeurs. Hein. C'est-à-dire jusqu'où. Mais c'est très très complexe, je sais que c'est très compliqué. Dans un univers à ce point concurrentiel, dans un moment historique où les innovations vont à une telle vitesse, où l'économie et le technologique vont de pair, où le grand crime, c'est d'avoir, ce qu'a dit la personne tout à l'heure, elles vont se rendre compte que, d'avoir un coup de retard, c'est le grand crime. Comment imaginer que cette limite, si vous me suivez, hein, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-il possible? Mais là, maintenant, je ne vous parle plus à vous en tant que marketeur, je vous parle en tant que citoyen, être humain. Jusqu'à quel point allons-nous accepter que notre vie, c'est même pas... Là, je ne parle pas de vie privée, hein. C'est-à-dire la vie avec la vie. Hein. La vie humaine, nos vies humaines vont être à ce point pénétrées, exploitées à diverses fins, prioritairement commerciales. Vous y avez participé jusqu'à un certain point où nous pouvions, en conscience, en droit, en société, avec des tropismes politiques différents, dire vous avez le droit, ça fait partie de l'activité humaine. Le commerce est une activité noble, historiquement, qui a fondé des villes, qui a fondé des civilisations, qui a été encadrée par le droit. Donc là, attention, je dis bien que le commerce est une activité majeure, et non seulement majeure, mais noble de l'activité humaine. Mais quand le commerce, aujourd'hui, en 2016, non pas en 2007, non pas en 2001, en 2016, franchit un seuil, alors je dis, là, à mes yeux en tout cas, à mes yeux moi, là, hein, moi, mais non pas aussi aux yeux de toute la société tout entière. Ces limites-là, n'avons-nous pas le droit, en tant qu'être humain et de citoyen, de dire vous ne la franchirez pas. Elle ne doit pas être franchie. Alors je terminerai juste en vous renvoyant à la fois à votre responsabilité, en sachant que c'est extrêmement complexe, puisque si vous n'y répondez pas, c'est quand même, j'ai bien conscience, hein, je ne parle pas en l'air là, hein, c'est quand même votre métier, votre salaire, votre activité qui est. Et en même temps, n'êtes-vous pas aussi, alors là, je ne parle plus vous en tant que citoyen, même si vous le restez, aussi en tant que marketeur, de dire attention, nous entrons dans des pratiques, dans des modèles qui mettent en danger notre métier même, qui était un métier qui avait toute une série de qualités, d'honneur, de séduire les personnes. La séduction fait partie de la vie, hein, mais là, il se met en place des procédés qui vont me faire disparaître. Donc, à quoi je renvoie là? Je renvoie un mouvement aujourd'hui qui se développe général, hein, technico-économique, que je dénonce dans mon livre, c'est ça que j'appelle la siliconisation du monde. C'est-à-dire que ce modèle de la Silicon Valley est devenu la nouvelle norme globale entrepreneuriale reprise par la Terre entière comme si c'était l'horizon économique indépassable de notre temps. Hein. Avons-nous, jusqu'où, j'aime bien terminer par une bonne conclusion, j'ai un coup de fatigue là, vous en avez compris, jusqu'où devons-nous, pouvez-vous, avez-vous, vous avez compris, je m'arrête là. Hein. Merci pour votre attention.